Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau ZCL, cette édition, cette tranche d'information. Donc, on va commencer tout de suite avec les infos du jour de ce 13 juin 2017. Et on démarre tout de suite avec ce nouvel échec des NAO et donc une nouvelle mobilisation donc dans l'entreprise Socomeco. Depuis samedi matin, le personnel s'est de nouveau mis en grève. Et depuis la fin du mois de mai, la mairie de Bemao a mis en place le dispositif Révise Examen, permettant aux étudiants de réviser dans les meilleures conditions. Nous entendrons des témoignages tout à l'heure. Et enfin, la Kaukera Association Handicapés Moteurs Adultes organisait la 3e édition de sa marche anti-valide à Sainte-Anne. Les résidents des maisons d'accueil et personnes valides étaient le temps d'une journée sur la plage de Bois-Jolant. Ambiance assurée. Voilà donc pour ces titres de ce mardi 13 juin. Alors aujourd'hui, on va parler avec la chronique tourisme, donc avec Elisabeth, et puis nous aurons également Gladys Démocrite. Vous savez, on est en pleine période des élections législatives, mais la question qu'on pourrait se poser, eh bien, sur le plan financier, qu'est-ce que ça leur coûte concrètement? On va en parler avec elle dans un instant, mais avant donc de démarrer, on commence avec ce sujet du jour, je le disais, la grève à Socomeco, un nouvel échec des NAO et une nouvelle mobilisation donc dans l'entreprise. Depuis samedi matin, le personnel a décidé de se mettre en grève. Après une première réunion de négociation salariale, la direction n'a pas voulu revenir à la table des négociations afin de revoir les propositions qu'elles avaient faites. Un reportage signé Michel Héraclide. Personnel à Socomeco en grève depuis en fait samedi matin. Nous en grève parce que nous avons problème au niveau de la direction concernant les NAO. Donc nous échouons au niveau des négociations puisque les revendications que nous proposons, ils n'ont pas entendu. Donc nous décidons de mobiliser nous pour entendre nous, parce que pour l'instant, CG va faire tête en nous. Donc quand il est là, nous décidons de mobiliser, nous ne attendre, nous pas laisser une porte ouverte quand même à la négociation, puisque nous faisons des avancées quand même par rapport aux propositions que nous faisons. Mais là, nous n'avons qu'à attendre que la direction vienne contre nous pour nous continuer à négocier. Alors il faut savoir que nous en grève, mais nous ne pas bloquer l'entreprise là, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'ouvrir l'entreprise, mais nous mobiliser à 99%. Donc s'il veut ouvrir, ouvert. Nous ne pas faire un dialogue, hein. Nous là, nous attendons avancer, puisque nous là attendons que tant qu'il n'y a pas nous entière satisfaction, nous que rester mobilisés. Donc nous là, mais nous mobiliser. Voilà, je vous le disais, on aura donc avec nous Gladys Démocrite qui est déjà là. Je vous le disais, les élections donc législatives en Outre-mer s'avèrent être au centre d'enjeux financiers pour certains élus et certaines formations politiques. Eh bien, nous propose de faire un décryptage assez particulier, fric et élections législatives en Outre-mer. Quels sont les enjeux? Bonjour Gladys. Bonjour. C'est vrai que quand on entend élections législatives et la question financière des élections législatives, on pense souvent au traitement des députés, parce que c'est vrai que quand on s'y attarde, on se rend compte que, disons que les députés se sont bien servis. À titre d'exemple, le traitement d'un député, c'est-à-dire l'équivalent du salaire, c'est environ 5 700 € net par mois. À cela s'ajoute une indemnité de frais pour les différents frais de plus de 5 000 € par mois, net. En plus, le député peut aussi bénéficier de 9 618 € par mois pour financer d'éventuels collaborateurs. Donc, s'il n'utilise pas cet argent pour engager ses collaborateurs, cet argent, soit il peut le donner à son parti, soit ça revient à l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même 9 600 € 18. Il a, s'il est un député d'outre-mer, 26 allers-retours par an en classe affaires pour aller à Paris, en plus d'autres avantages en France. Par exemple, pour le matériel informatique, on lui donne une enveloppe de 15 000 € pour les 5 ans. Il a droit à une enveloppe aussi qui lui permet d'acheter jusqu'à 5 lignes téléphoniques pour lui et ses collaborateurs. Bon, et j'en passe. Voilà. Donc, effectivement, quand on pense à argent et élections législatives, on pense tout de suite au traitement et au revenu en fait de nos députés, qui n'est pas négligeable. Bon, au regard du travail aussi qui leur est demandé. Alors, des députés de la France.
et des députés aussi que nous votons. Mais quand on parle des enjeux financiers des élections législatives, en tout cas quand je parle de ces enjeux financiers, c'est bien au-delà du traitement et de ce que l'on donne aux députés que nous élisons. Il s'agit plus précisément du financement des partis politiques. Parce que on sait que les élections législatives servent à élire les députés, ça tout le monde le sait. Ce que l'on sait moins, c'est que l'élection législative est aussi la référence pour pouvoir permettre de donner le financement public des partis politiques. C'est-à-dire que c'est à chaque élection législative qu'on fait le point sur combien on va donner aux partis politiques pour les financer sur le plan de l'argent public, puisque les partis politiques peuvent avoir aussi des financements privés, mais là, combien l'État va donner à chacun des partis politiques. Et ça se décide au premier tour des élections législatives. Pas avant, pas après, pas dans une autre élection. Donc chaque élection législative est un enjeu important pour chacun des partis, puisque c'est à ce moment-là qu'on saura exactement à peu près combien d'argent chaque année, pendant toute la durée du mandat des députés, donc pendant les 5 ans, chaque année, ce que l'État va leur donner. Et c'est une manne financière parce que c'est une somme importante. Ça a pu aller jusqu'à 76 millions d'euros par an. Là, en 2016, on était aux alentours de 55-60 millions d'euros, donc c'est pas rien. Mais alors, le montant est identique, quels que soient les partis, ou alors Ah ben non, alors tout se décide lors de ce premier tour. Et dans le cadre de ce premier tour, c'est là qu'on aura une répartition. Alors pour vous donner une idée, sur cette manne financière, 69% de cet argent qui est distribué aux partis politiques pour se financer par l'État est partagé entre les Républicains et le Parti socialiste. Alors là, ça vaut ce que j'ai dit, ça vaut pour les dernières années, donc de 2012 à 2017. Évidemment, ces élections-là de 2017 vont tout remettre en cause. On entend parler de la débâcle financière du Parti socialiste, on entend aussi dire que le parti La République En Marche aura beaucoup d'argent, et c'est vrai. Mais jusqu'il n'y a pas si longtemps, en 2016, par exemple, le PS a touché près de 25 millions d'euros juste pour l'année 2016. Et ça a été pendant 5 ans. Donc 25 millions d'euros avec environ 398 parlementaires qui étaient affiliés à ce parti-là. Les Républicains, 18 millions d'euros pour l'année 2016. Le Front National, 5 millions d'euros. Europe Écologie Les Verts, 2,5 millions. Le Parti communiste français, 2,5 millions. Donc, ce sont des sommes quand même qui sont importantes. Nous aussi, nos partis en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en bénéficient. Alors, dans une moindre mesure, parce que l'ensemble de l'argent qui est dévolu aux partis dits d'outre-mer s'élève environ à 1,5 million d'euros par an. Pour avoir une idée, par exemple en Guadeloupe, le GUSR a obtenu environ 100 000 euros avec 2 parlementaires. Le Parti communiste guadeloupéen excusez-moi, a touché à peu près un peu plus de 50 000 euros par an. Donc ce sont des montants qui sont intéressants et importants pour des partis qui ont une envergure, somme toute, là, pour le coup, guadeloupéen. Une petite remarque, la Martinique joue beaucoup de cette possibilité de financement, puisqu'il existe environ 7 partis martiniquais qui bénéficient aussi de ces financements contre 2 Guadeloupéens, donc c'est plus développé en Martinique. Donc on se rend compte, vu les sommes qui sont en jeu, tant pour les partis français que pour nos partis à nous aussi, que ce sont des enjeux véritablement considérables. Et alors, je juste 2 questions. Alors, la première, c'est voilà, le premier tour est passé. Est-ce que ces sommes sont rendues publiques ou pas? Alors, ce qui est rendu public là au jour d'aujourd'hui, c'est quels sont les candidats qui se sont affiliés à un parti et quel est ce parti. Parce qu'en fait, le financement des partis va se faire par le biais des candidatures, de la déclaration de candidature au premier tour.
Et donc là, on a cette liste, elle est sortie hier, la liste de tous les candidats qui ont dit, bon, moi je fais partie de tel parti, et donc du coup, s'il y a lieu à financement, par le biais de mon élection, de ma participation aux élections, mais ce sera sur ce parti-là. Alors ce n'est pas obligatoire de dire qu'on est affilié à un parti ou pas, certains ne l'ont pas précisé. Alors je dis bien, c'est au moment où on se déclare candidat, c'est-à-dire ici par exemple quand nos candidats vont déposer leur déclaration de candidature à la préfecture, ils ont un papier à remplir et ils vont dire voilà, je suis un tel, je fais partie, je suis affilié à tel parti, ou je ne suis pas affilié à un parti. Il faut savoir que cette affiliation, elle est facultative, on n'est pas obligé de le faire, mais, et c'est là que ça peut poser quelques difficultés éthiques, elle peut être différente que celle que l'on affiche au public. C'est-à-dire que l'on peut se déclarer officiellement à un parti, connu ou peu connu, mais se présenter différemment dans les propagandes. C'est stratégique en fait. C'est stratégique et c'est aussi financier parce que certains partis ne servent qu'à ça. Des petits partis, ce qu'on appelle les micro-partis, ne servent qu'à permettre à financer les élus, leur activité politique, et ils ne sont peu connus du grand public. Donc, ça n'a pas d'intérêt de le présenter comme ça. On peut se dire affilié à tel ou sans étiquette, mais en même temps avoir déclaré un parti pour pouvoir obtenir des financements. Ou le contraire, ne pas avoir déclaré un parti, donc auquel cas on n'aura pas de financement, mais s'afficher parce qu'on a eu des liens avec un parti, s'afficher en ayant telle investiture ou telle autre investiture. Bon. D'accord. Donc en fait, il faut vraiment aller sur le site du ministère de l'Intérieur pour savoir qui est affilié à quel parti de façon officielle. Et sur cette base-là qu'on va pouvoir obtenir des financements. Alors, vous me direz, c'est technique, mais pourquoi parler de ça? Mais c'est important parce qu'on se rend compte que les règles du jeu sont différentes en France et dans les territoires dits d'outre-mer. Et forcément, les financements sont plus simples et plus faciles à obtenir parce que plus adaptés aux territoires outre-mer, parce qu'ils sont plus petits, plus séparés. Et du coup, ce que l'on demande à des partis qui ont une vocation à être d'envergure sur la totalité du territoire français, on ne le demande pas aux partis qui sont ici. Du coup, certains partis, ayant de la suite dans les idées, avant, ont essayé de pouvoir s'associer avec des partis d'outre-mer, dits d'outre-mer, pour pouvoir avoir accès à des financements qu'ils n'auraient jamais pu avoir s'ils n'étaient pas affiliés. Alors bon, ça a été un peu gros et du coup, la loi a changé. Maintenant, on est sur de nouvelles lois et ça explique en partie pourquoi certains partis qui n'ont pas eu de présence particulière ici en Guadeloupe, se sont présentés à ces élections chez nous et dans d'autres outre-mer, territoires dits outre-mer. Pourquoi? Parce que, avec ces règles du jeu qui ont changé, en étant présents ici, ils auront accès plus facilement à des financements qu'en ne se présentant pas en Guadeloupe ou dans les territoires dits d'outre-mer. Par exemple, il existe des partis, le parti de Ramayad, le parti d'Asselino, le parti de Borloo, des partis qui sont affiliés à ces personnes-là, donc des personnes dont on a dû entendre parler aux informations vaguement parce que ce sont des personnalités françaises mais qu'on connaît peu ici, qu'on n'a jamais vu. Ramayad, elle est venue, c'est vrai, pour les élections législatives, mais elle n'est pas particulièrement impliquée et implantée ici. Pourtant, elle a présenté un certain nombre de candidats et ces candidats avaient vocation à lui permettre d'avoir accès à des financements et d'avoir accès à des financements plus facilement puisqu'ici, les conditions sont plus faciles. Pour un parti, pour qu'il ait accès au financement, c'est-à-dire qu'il ait droit, avant qu'on évalue combien on va lui donner, pour qu'il ait accès au financement, pour un parti français, il faut qu'il se présente dans 50 circonscriptions différentes et qu'il ait 1% des suffrages exprimés dans chacune de ces circonscriptions.
pour avoir accès à ces financements, quand on est dans un territoire dit d'outre-mer, il suffit de se présenter dans une seule circonscription et avoir 1%. Donc vous voyez bien que les conditions ne sont pas les mêmes. Bon. Et c'est cet accès après qui permet d'évaluer. On évalue en fonction du nombre de voix et du nombre d'élus que l'on a, parlementaires, sénateurs. Parlementaires et sénateurs, simplement. Sachez que chaque parlementaire ou chaque sénateur rapporte au parti 38 000 € par an, tous les ans. Donc, c'est pas négligeable. Et donc, du coup, on peut se retrouver dans certaines configurations des partis qui, en France, n'ont pas la capacité de se présenter dans 50 circonscriptions différentes, mais qui peuvent avoir de ci, de là, 4-5 parlementaires, n'auront pas accès à ces financements. Pourtant, ils ont un certain nombre de parlementaires, alors que d'autres partis qui ont fait juste acte de candidature au premier tour, ici par exemple en Outre-mer, en ayant 1% des voix, eh bien, ils ont accès à un financement que les autres n'auront pas. Donc, maintenant, pour pouvoir faire face à cette nouvelle loi, cette nouvelle législature, beaucoup de partis, dits petits partis, ont préféré s'installer ou présenter des candidats en Outre-mer, même s'ils savaient qu'ils n'avaient pas de chance de gagner, avec l'objectif d'atteindre les fameux 1% pour pouvoir avoir accès à un financement. Alors, 1% des suffrages exprimés, ça veut dire que l'abstention aussi joue son rôle et que plus on s'abstient, plus il faut faire de voix pour pouvoir comment dirais-je, pas avoir accès à ces financements, mais c'est vrai que ça joue un rôle aussi. Parce que le nombre de voix que l'on va donner à chacun des candidats va permettre aussi à chacun des candidats de pouvoir avoir un financement plus ou moins important, puisque c'est le nombre de voix qui va permettre aussi de déterminer cette somme qu'on va leur donner. D'accord. Alors moi j'aurais une question. Est-ce que vous savez concrètement à quoi servent ce financement pour les partis? C'est ce qui permet de faire vivre les partis. Bon, on voit par exemple ces partis français qui ont de très gros locaux, des très beaux locaux, dans des adresses qui coûtent une fortune. Bon ben voilà. Quand on a 25 millions d'euros. Non, je dis ça avec un peu de sarcasme. En fait, c'est ce qui permet de faire vivre les partis politiques, à savoir payer les moyens, les locaux qu'ils ont, que ça soit à Paris. Et puis rembourser la campagne aussi. Alors, mais non, la campagne est remboursée aussi. Il y a des frais de remboursement de campagne. Alors, elle n'est pas remboursée à 100%, mais elle peut être remboursée jusqu'à près de 50%, 47,5% si on a certaines conditions. Justement, ce ne sont pas tous les candidats qui ont droit au remboursement de la campagne. Hein. Ce ne sont que ceux qui ont fait plus de 5%. 5%. Les autres peuvent avoir accès à des remboursements des frais de propagande, mais dans une certaine limite. Donc, propagande, c'est les bulletins de vote, les affiches, etc. Ils peuvent avoir accès à ce type de remboursement dans une certaine limite. C'est assez encadré. Au-delà, quand on a fait 5% des voix et plus, on peut obtenir jusqu'à environ un peu moins de 50% du remboursement des frais que l'on a engagés. D'accord. Donc, il y a cette partie-là qui est prise en charge, mais cet argent qui est donné aux partis politiques donc, se fait dans le cadre de ces élections législatives, c'est-à-dire que dans le cadre de ces élections législatives, au premier tour, on va déterminer, en fonction de ceux qui se présentent et où ils se présentent et comment ils se présentent, qui aura droit à des financements de l'État, et ça va le déterminer pour les 5 prochaines années, pour tout le long de la mandature. Donc c'est un vrai enjeu pour chacun des partis, ceux qui perdent de l'argent, ceux qui peuvent en gagner, et ça explique l'intérêt de certains candidats ou de certains petits partis qui n'ont pas particulièrement de lien avec nous en Guadeloupe et qui se présentent pour aussi, j'imagine, pas que, mais pour aussi avoir accès à certains financements. D'accord. Donc il y a comme j'en finirai là, il y a comme une forme d'instrumentalisation en fait des élections législatives. Nous, on croit qu'on va se mobiliser pour pouvoir aller voter des députés, des gens qui vont voter les lois pour nous, les lois françaises, en espérant que ça puisse changer quelque chose ici, alors que certains se présentent
pour une partie d'entre eux, je ne veux pas généraliser, alors que certains se présentent tout simplement pour aussi avoir droit, au moins avoir accès au financement public des partis politiques, ce qui en soi pose problème parce que les élections, c'est pas fait pour ça. Les élections, c'est pour choisir le meilleur député que nous aurons et pas forcément poser des jalons pour avoir accès à un financement. D'accord. Alors, juste une dernière question avant de vous quitter, Gladys. Alors là, on parle effectivement du financement du parti. On a dit en début de chronique qu'il y a le salaire oui, tout à fait. qu'obtient donc le député. Alors, ce salaire est cumulable avec le salaire, par exemple, en tant que maire ou conseiller régional ou pas? Alors, maintenant, on a un non-cumul des mandats qui fait que certaines comment dirais-je, mandats électoraux ne sont pas compatibles entre eux. Bon. Et donc, ça règle les choses. Et puis, il y a un certain nombre de plafonds qui fait qu'on ne peut pas dépasser certaines sommes. D'accord. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. À l'heure où, effectivement, où le second tour approche, c'est important quand même d'avoir toutes ces précisions et savoir les arrière-pensées qu'il pourrait avoir derrière certaines candidatures. Parce que instrumentaliser les élections, ça donne aussi, et ça peut expliquer aussi pourquoi certains ne se sentent de moins en moins concernés par les élections. Ça peut expliquer aussi le nombre important de candidats cette année. Oui, aussi, tout à fait, ça l'explique. Merci en tout cas Gladys Democrite, on vous dit à la prochaine, on vous revoit d'ici 2 semaines à peu près. Oui. On essaiera, tout à fait. On essaie de se revoir au plus tôt. En tout cas, merci beaucoup, on continue avec l'information. Une bonne nouvelle pour le secteur de la canne à sucre avec l'annonce d'une augmentation du quota d'exportation des rhums, des DOM, soit 24 000 hectolitres d'alcool pur. Une annonce faite par Pierre Moscovici, commissaire européen. Un reportage signé Maurice Cessé à Paris. C'est une décision qui va être applicable immédiatement, à compter d'aujourd'hui, ce vendredi 9 juin, qui permet de porter de 120 000 hectos d'alcool pur à 144 000 hectos le quota de rhum, donc pour la Guyane, pour la Guadeloupe, pour la Réunion, pour la Martinique, qui peut être soumis à un taux réduit sur les accises. Je sais que c'était une mesure extrêmement attendue pour l'équilibre économique d'une filière qui représente tout de même 40 000 emplois directs ou indirects, avec 23 distilleries, avec 5 sucreries, avec 5 500 exploitations agricoles, et j'en avais senti la sensibilité. J'ai été sollicité par tous les parlementaires des régions ultrapériphériques, par l'ancienne ministre des Outre-mer, Éric Abrac. Je sais que l'actuel y est tout autant attaché, et donc il y a une mobilisation de toutes les RUP, de tous les partis, pour parvenir à ça, et je pense que c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie de nos régions, de nos Outre-mer, et j'en profite pour passer un message plus général, qui est que la Commission européenne est aux côtés des régions, que c'est l'ami des régions, et qu'elle ne conçoit pas son avenir sans être attentive et solidaire avec les Outre-mer. Et d'ailleurs, nous allons maintenant engager une réflexion stratégique, une stratégie renouvelée sur notre coopération avec les Outre-mer dans le cadre de nos politiques budgétaires, et elle sera présentée en octobre par la commissaire roumaine, Corina Cretu, soumise à l'ensemble du collège des commissaires, et bien sûr moi-même qui suis le commissaire français, qui sait ce que la France doit à ses Outre-mer, à ses régions ultrapériphériques, qui sait que c'est ça qui nous permet à la France d'être présente sur tous les océans de la planète. Je serai extrêmement attentif à ce que ce traitement soit un traitement positif, et à ce que cette solidarité soit une solidarité effective, qu'on mesure dans toutes les politiques de l'Union européenne que les Outre-mer sont importantes. La décision a été assez rapide. J'ai été moi-même saisi à l'automne dernier par les parlementaires et par le gouvernement français. J'avais déjà annoncé au mois de décembre, et aussi je l'avais dit au Salon de l'Agriculture, que nous regardions ça d'une manière positive, mais nous avons des institutions, et en 6 mois, au fond, nous avons pu porter ce dossier non seulement devant la Commission, qui en a fait la proposition, à mon initiative, puisque je suis le commissaire en charge de la fiscalité, puis il a fallu que le Conseil des ministres, il faut l'accord des ministres de toute l'Union européenne pour décider cette mesure, qui a une incidence fiscale et budgétaire modérée, mais enfin qui a aussi un sens en termes de politique industrielle, de politique agricole, de santé publique,
et puis le Parlement européen l'accepte. C'est chose faite. Et avant de se quitter pour la première page publicitaire, notez que Yannick Borel est champion d'Europe d'épée dans la catégorie homme. Bien sûr, il conserve son titre en dominant l'Italien Paolo Pizzo à 15-10. A tout de suite sur RHT Guadeloupe et le ZCL.tv. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en ce mardi 13 juin. Et avant de continuer le JT, on fait un rappel des titres. Je vous le disais, nouvel échec des NAO et donc nouvelle mobilisation à Socoméco. Depuis ce matin, le personnel de Socoméco s'est mis en grève après une première réunion de négociation qui s'est avérée pas positive. Et puis depuis la fin du mois de mai également, la mairie de Bémao a mis en place le dispositif Révise Examen permettant aux étudiants de réviser dans les meilleures conditions. Et enfin, la Caruguera Association Handicapés Moteurs Adultes organisait la 3e édition de sa marche Handi-Valide à Sainte-Anne. Les résidents des maisons d'accueil et personnes valides étaient le temps d'une journée sur la plage de Bois-Jolant. Et on continue, je vous le disais, nous sommes à J-1 des premières épreuves d'examen. Ce sera donc dès demain 8h avec l'épreuve de philosophie. Et bien, depuis la fin du mois de mai, la mairie de Bémao a mis en place un dispositif, le dispositif Révise Examen, qui permet aux étudiants de réviser dans les meilleures conditions et ainsi favoriser la concentration dans un lieu qui s'y prête. Mais écoutons tout de suite leur témoignage au micro de Jeff Taylor. Quand on est chez soi, on est plus déconcentré avec tout ce qui est internet, tout ce qui est à la télé. Mais quand on est dans un espace de travail comme ça, on reste plus concentré et ça nous aide vraiment à travailler beaucoup. Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Ça m'a apporté de la tranquillité, franchement, pour pouvoir travailler. J'ai pu me concentrer, rester plus focus sur mes études et je pense que ça a beaucoup m'apporté pour mes examens que je vais passer bientôt. En fait, l'objectif consiste à mettre à la disposition des élèves et des personnes qui passent des concours, des examens, un espace, la bibliothèque, pour favoriser les révisions. Étant donné que nous avons une bibliothèque qui permet à tous les usagers de travailler ensemble, donc on a étendu les horaires pour uniquement les personnes qui font des révisions. Par rapport à cela, nous avons mis en place aussi 2 ateliers. Un atelier sur le coaching, donc il s'agit en fait d'aider, d'apporter un plus aux jeunes, et aussi un atelier sur l'alimentation, le sommeil en période d'examen avec le docteur Rupert. Comme nous, à la base, on n'est pas habitué à travailler comme ça, donc du coup, ça m'a permis de bien m'entraîner et je remercie la directrice déjà, car on s'est bien entraîné, on a bien révisé. Et c'est une fraîche expérience, franchement. Eh bien, déjà, la médiathèque, c'est un endroit où on peut rester concentré parce que c'est vrai, rester à la maison, ça nous déconcentre parce que du coup, on est tenté d'aller dans la cuisine, de manger, on est tenté d'aller vers la télé, de regarder la télé une fois qu'on en a marre, alors qu'à la médiathèque, comme c'est calme, qu'il y a du monde, qu'on doit respecter les normes de la médiathèque, donc ça nous permet de rester concentré, de pouvoir travailler toute une matinée, de faire peut-être une petite pause pour le goûter, pour rafraîchir nos neurones. Mais voilà, c'est vraiment un moyen de pouvoir réfléchir et rester concentré toute la matinée pendant une longue période. Et retour sur cette conférence débat qui avait lieu donc ce matin. Elle était destinée aux seniors sur la thématique suivante, tout savoir sur le sommeil pour mieux dormir. C'était donc au centre culturel Gérard Loquel à Bellecour avec la participation du docteur Giriat Reynaldo. Un reportage signé Jeff Taylor. La mutualité française est très satisfaite, puisque dans un premier temps, à chaque fois que nous venons, la salle, elle est comble. Donc il n'y a plus de sièges, parfois nous sommes obligés d'en rajouter. Et pour nous, c'est un réel plaisir, puisque on va dire qu'on a des fidèles, et on n'hésite pas, à travers le questionnaire d'évaluation, de recueillir leurs attentes. Du coup, ça nous permet de répondre au plus près à leurs demandes et donc d'innover à chaque fois en termes de thèmes et d'intervenants. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que nous travaillons avec le CCAS de Bémao et la ville, justement pour proposer des séries d'actions
pour informer surtout les seniors sur divers thèmes de santé. Donc aujourd'hui, nous avons une conférence sur le sommeil, mais on a déjà traité par exemple de la sexualité, de la sécurité routière, du diabète, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est un partenariat qui dure depuis maintenant plus de 5 ans et ça nous donne l'occasion de venir régulièrement, au moins 4 à 5 fois par an, sur la ville de Bemao pour proposer ces séances d'information aux seniors. Le message qui est très important et qu'on ne passe pas suffisamment, c'est qu'il faut absolument bien traiter son sommeil. Non seulement parce que ça fait partie des fonctions obligatoires, comme bien manger, avoir une activité physique. Si on veut bien dormir, il faut bien vieillir. Mais on connaît aussi maintenant l'impact néfaste de mal dormir la nuit. Alors le senior doit faire attention à beaucoup de choses, c'est-à-dire à son environnement, le bruit, la lumière, il doit faire attention à ses positions, il doit surtout respecter son rythme parce qu'on a tendance à ne pas forcément aller se coucher au moment où il faudrait, donc bien connaître les premiers signes, l'endormissement, quand on bâille, et en général c'est le moment où on est devant la télé, donc à ce moment le senior doit éteindre sa télé, aller dans son lit et surtout ce qu'on a souvent tendance à faire c'est se lever pendant la nuit et avoir de l'activité. Donc c'est vraiment une hygiène du sommeil qu'il est important d'étudier avec le médecin traitant. Parce que pendant très longtemps, on a traité les troubles du sommeil avec des médicaments et des comprimés et on connaît maintenant tous les effets néfastes qu'il peut y avoir, y compris sur la mémoire, à long terme de l'ensemble de ces médicaments. Et notez en bref que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu sa décision concernant donc les élections consulaires. Alors pour rappel, par 2 jugements donc, du 14 février 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe avait annulé les élections à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe en jugeant que le principe de parité homme-femme aurait dû s'appliquer aux listes de candidats de ces élections. Et bien par ces 2 arrêts en date de ce jour, la Cour donc d'appel de Bordeaux a fait droit à leur requête. Elle a annulé les jugements du tribunal administratif de la Guadeloupe en jugeant qu'en l'état des textes, le principe de la parité ne trouvait pas à s'appliquer à la CCI donc de Guadeloupe. La Cour a également écarté tous les autres arguments mettant en doute la régularité du scrutin. Et bien voilà donc une période d'incertitude juridique qui s'achève ainsi et donc monsieur Henri Nagapin évidemment s'en réjouit et garde donc son poste donc à la tête de la Chambre donc du commerce et d'industrie de la Guadeloupe. Alors avant de terminer ce JT, on va donc recevoir Elisabeth Adélaïde qui est déjà avec nous. Oui, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Alors ça y est, on est au mois de juin. Là, on attend avec hâte ces grandes vacances. Évidemment, c'est vrai que la fin d'année comme ça, on a envie de souffler. Et donc cette semaine, je vous propose une petite escapade au Canada. Ah oui, pour de la fraîcheur, on a de la fraîcheur. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que là, c'est vrai, jusqu'au mois de mai, on a des températures quand même qui... Voilà. Mais au mois de juillet, août, c'est très, très agréable. Et c'est effectivement, on a 2 vols pour y aller par semaine avec Air Canada. Donc, un vol le jeudi et un vol le samedi. Donc, c'est une destination qui est facile, 5 heures de vol. On embarque et on arrive à Montréal. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut y visiter justement? Alors, moi, ce que je vous propose pour une première entrée sur le Canada, c'est de faire un combiné. Alors, soit en circuit pour les gens qui ont envie d'être accompagnés et qui n'ont pas envie d'avoir le souci de savoir toute la logistique, donc en circuit accompagné, ou alors en autotour. Donc, l'autotour, vous récupérez la voiture à Montréal et ensuite, on vous fait donc un petit circuit qui est le plus traditionnel. Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Et là, c'est une découverte complète de l'esprit, on va dire, canadien, avec une partie française et une partie anglaise, puisque vous le savez, au Canada, même si la capitale est anglaise, mais vous avez le Québec qui est francophone. Donc, arrivé le Canada, évidemment, tout le monde le situe en Amérique du Nord. Je l'ai dit, 5 heures de vol de Pointe-à-Pitre. Quand on arrive à Montréal, alors à Montréal, il y a des incontournables. C'est la rue Sainte-Catherine, qui est une rue qui s'étale jusqu'à 11 km, donc immense. C'est un vrai centre commercial en plein air, avec des boutiques partout et vraiment une
une ambiance aussi américaine, tout en étant une ville francophone. C'est une ville très cosmopolite et donc il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu différentes de chez nous, mais on se sent quand même effectivement bien puisque la langue n'est pas une barrière. Donc Montréal, vous avez le parc Mont-Royal aussi qui est un incontournable. Je l'ai dit, les magasins de la rue Sainte-Catherine et le centre-ville qui est vraiment très agréable à découvrir. Donc ensuite, on vous propose de découvrir Québec. Québec qui est une ville qui est placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On en a vu pas mal cette saison, hein, j'en ai présenté pas mal. Donc c'est encore un petit bijou, Québec. C'est une ville où effectivement on est dans la tradition. Et on a la possibilité, effectivement, avant d'arriver à Québec, de s'arrêter sur un endroit qu'on appelle Tadoussac, qui nous offre énormément d'excursions. Notamment, on peut vous proposer une croisière pour découvrir les baleines, parce que le Saint-Laurent est un des endroits où on trouve le plus de baleines, donc on peut observer les baleines. Vous avez aussi un endroit qu'on appelle la cabane à sucre, où là, parce que vous le savez, le Canada, l'emblème, c'est l'érable. On vous fait des petites sucettes d'érable. Donc, c'est très traditionnel, c'est très canadien. Et donc là, on est vraiment bercé dans cette ambiance qui est assez extraordinaire. D'accord. Ensuite, donc, Québec, bien évidemment, là, on voit une image, c'est la tradition. Ça nous fait penser à des petites villes un peu pittoresques où on se rappelle les temps anciens. On est dans un autre monde, en fait. Donc, c'est vraiment une ville à découvrir. Ensuite, on va aller vers Ottawa. Donc là, on passe sur la partie anglophone. Ottawa, effectivement, c'est une grande ville. On va passer simplement à ne pas rater, c'est les 1000 îles, où là, c'est effectivement aussi la tradition. Et on peut naviguer sur ces petites îles. C'est assez atypique et ça nous montre aussi les différents tableaux qu'on a au Canada. Enfin, un incontournable, Toronto, qui est la capitale administrative du Canada, où là, on a la tradition très anglaise, puisqu'on peut retrouver la relève de la garde, tout comme à Londres. Donc ça, c'est un incontournable et c'est vrai qu'ils sont quand même très liés à l'Angleterre parce que la reine reste aussi la reine du Canada. Et puis, les chutes du Niagara, bien évidemment. Quand on parle Canada, on ne peut pas passer sans parler des chutes. Donc les chutes, on peut vous proposer aussi soit des survols en hélicoptère, soit en été, alors essentiellement en été, des petites croisières de 15-20 minutes où on s'approche des chutes. Donc ça aussi, ce sont des incontournables et des émotions en fait qu'on peut vivre. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, en autotour, les distances sont assez quand même élevées, hein, puisque on a des distances parcourues d'environ 300 jusqu'à 400 km entre Ottawa et Toronto. Mais en fait, ça se fait très, très rapidement et le Canada offre des paysages extraordinaires. Vous savez que c'est là où il y a le plus d'espace de terre et également d'eau, puisque vous avez les lacs. Donc, c'est énormément d'espace et c'est vrai que ça nous change un petit peu de nos îles. Voilà. Donc, c'est une destination, je pense, incontournable. Au moins une fois, il faut faire l'expérience du Canada. Les gens sont d'une extrême gentillesse et sont heureux de vous présenter leur pays. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui partent faire leurs études aussi, avec la proximité et des échanges entre nos deux collectivités, enfin, en tout cas entre notre collectivité régionale et aussi les autorités canadiennes. Donc, ça fait de ce pays une proximité pour nous et on a des liens particuliers avec le Canada.
D'accord. Voilà. Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous rappeler éventuellement les formalités pour s'y rendre? Oui, alors les formalités sont très simples. Le passeport en cours de validité, je le dis toujours. L'autorisation de sortie du territoire si les enfants sont mineurs et ne voyagent pas avec leurs parents. Et puis, depuis maintenant quasiment un an, l'AVE qui est le visa électronique qui est délivré directement en ligne. Donc, on peut vous accompagner pour le faire aussi. C'est simple, il n'y a pas de vaccin particulier. On n'a pas la barrière de la langue sur toute la partie Québec. Et je dis toujours pour nos enfants, c'est bien aussi d'aller dans les pays anglophones parce que ça montre l'intérêt qu'on a de pratiquer les langues étrangères, que ce soit pour l'anglais là ou pour l'espagnol sur d'autres destinations. Absolument. Voilà. En tout cas, merci Elisabeth. Merci. Ça donne vraiment envie d'être en vacances là. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir en agence. Donc les 4 agences, Pointe-à-Pitre, Moule, Basse-Terre et Marie-Galante. Téléphone 05 90 91 72 10, www.zcl.tv et www.rivetour.com. Parfait, merci encore. Et merci, on revient Mandy. en Guadeloupe avec l'actualité. Je vous le disais en titre, la Carukera Association Handicapés Moteur Adulte a organisé la 3e édition de sa marche On dit valide. Ça s'est passé donc à Sainte-Anne. Les résidents des maisons d'accueil et les personnes valides étaient le temps d'une journée sur la plage donc de Bois-Jolant qui débuta par une marche de 2 km, un moment de partage et de solidarité, une façon de lisser les regards en allant tous dans la même direction. Un reportage signé Vianney Valverde. L'association CAMA organise différents types d'activités à travers ses établissements, mais pour ses adhérents, l'association a une commission sport et une commission manifestation qui, depuis 3 ans, organise une marche Handi-Valide. Cette marche Handi-Valide a pour but de regrouper l'ensemble des usagers des établissements, les adhérents, la famille des adhérents, la famille des usagers et l'ensemble des personnes intéressées par notre cause. Donc cette marche a pour but d'assurer une journée solidaire entre personnes valides et personnes en situation de handicap, manière de permettre l'intégration des personnes en situation de handicap qui soient visibles, qui soient dans des activités comme tout le monde et que le public valide connaisse un peu la vie de ces personnes. Cette 3e édition a eu plus de succès que les autres, puisque la première fois qu'on a organisé sur le territoire de la ville de Port-Louis, on a eu à peu près 80 personnes qui ont participé. La 2e fois un peu moins, puisqu'on avait organisé avec notre association le Stéréal. Et cette fois-ci, on a plus de 200 personnes qui sont inscrites. Aujourd'hui, on est 234 personnes qui ont participé à la manifestation. Donc c'est une manifestation qui prend de l'ampleur et on espère effectivement qu'en l'an prochain, on aura encore plus de monde puisque ça participe à la meilleure connaissance du public que nous accompagnons au quotidien et ça participe à l'intégration des personnes. Le contexte, il est simple, hein. Il fait partie des valeurs que nous avons pour l'association, à savoir promouvoir la personne en situation de handicap, lui permettre de découvrir la vie de la cité, aller vers l'extérieur et surtout participer et bénéficier de tout ce dont chacun peut bénéficier dans la vie quotidienne. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous est de leur permettre donc de passer dans la convivialité une belle journée avec des animations, avec donc des personnes valides, d'accord, de manière à ce qu'il y ait aussi je dirais, on va dire une collaboration entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Et donc nous avons débuté par une marche de 2 km qui a pris le départ donc, au rond-point du lycée Yves Le Borgne à Gissac, à Sainte-Anne. Et nous avons été encadrés donc, par la police de la ville jusqu'au site de Bois-Jolant. Et là, nous sommes partis pour une très belle journée jusqu'à 16h. Nous, pour Mon Move, depuis notre arrivée, on essaie un petit peu d'innover et d'amener du nouveau matériel en faveur des personnes en situation de handicap. Donc là, maintenant, on est sur tout ce qui est cycle. Donc là, déjà, on a un module tout chemin. Dans un premier temps, que l'on adapte sur le fauteuil de la personne. À ce moment-là, vous voyez que là, quand on est dans le sable, il peut se déplacer beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'aisance. Même la personne qui est en train de pousser fait moins d'efforts. D'accord ? Donc on a beaucoup plus de possibilités. Et après, ça va beaucoup plus loin avec ce module. Donc ce module, avec un équipement supplémentaire, on peut l'adapter à un vélo. Donc il y a quelqu'un sur un vélo,
l'autre personne dans son fauteuil et puis il faut une promenade à deux. Donc c'est un système de, si on veut, on peut dire, c'est un tandem presque. Voilà, on est terminé pour le ZCL donc de ce 13 juin 2017. On se retrouve demain par ailleurs dès 12h30 en direct sur RHT Guadeloupe 89.8 et également sur internet sur le zcl.tv. Un bon appétit si vous êtes encore à table. Et sinon moi je vous dis à cet après-midi 16h pour le VCD. Ciao ciao.